Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, état des lieux de la classe moyenne au Maroc. En effet, le Conseil économique, social et environnemental vient de publier une étude sur cette classe moyenne marocaine. Le Conseil a ainsi démontré combien il est difficile de cerner cette population, bien sûr au vu de l'absence de méthodes pour calculer le nombre de personnes faisant partie de cette couche sociale. Cette étude où il est recommandé de revoir tout le système statistique de classification des couches moyennes et cette même étude qui propose des pistes de politique publique pour développer la classe moyenne. Nous en discutons ce soir en compagnie de Mohamed Karim, chef de département d'économie et gestion à la faculté de droit de Salé, également membre du comité scientifique du réseau international Ecomode. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, a livré ses recommandations pour mieux cerner cette classe moyenne, la préserver, mais aussi l'élargir pour lui permettre de jouer pleinement son rôle social et économique. Je vous laisse avec ce sujet signé Younes Benzineb. Une classe moyenne forte est synonyme d'une paix sociale, mais aussi d'une stabilité politique. Tel est le constat relevé par l'étude réalisée par le Conseil économique, social et environnemental. Intitulé « Renforcer et élargir la classe moyenne au Maroc, enjeux et moyens de créer une classe moyenne qualifiée », l'étude réalisée suite à une saisine de la Chambre des conseillers vise à apporter des éléments de réponse à deux questions, à savoir la notion ou le concept de classe moyenne et les voies et moyens de la préserver et de l'élargir. Pour le CESE, la notion classe moyenne est en elle-même problématique. L'absence d'un dispositif statistique sur les revenus non salariaux, la faiblesse du dispositif de suivi des salaires dans le secteur privé en plus de l'étendue du secteur informel sont parmi d'autres dysfonctionnements qui rendent difficile la détermination de la classe moyenne. En vue de mieux cerner cette catégorie, le CESE propose plusieurs recommandations. C'est le cas notamment de la modernisation du dispositif statistique national, le renforcement du pouvoir d'achat à travers l'introduction d'une fiscalité des ménages plus favorable en prenant en compte les personnes à charge et consolidées par des allocations familiales plus en phase avec la réalité socio-économique des familles. Pour une classe moyenne forte, le CESE recommande également la diversification des activités économiques en milieu rural hors agriculture. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une véritable classe moyenne au sein des 50% de la population rurale dont les activités ne sont pas liées à l'agriculture. J'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Salé par Skype Mohamed Karim, chef de département d'économie et de gestion à la faculté de droit de Salé. Bonsoir Mohamed Karim, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, ravi encore une fois d'être avec vous dans ce éco-débat. Le CESE vient de livrer son diagnostic sur la classe moyenne, mais tout d'abord, comment peut-on définir la classe moyenne au Maroc ? Alors, la classe moyenne et les inégalités sont étroitement liées au Maroc. Avant-hier, le CESE a présenté un formidable travail de qualité commandé par la Chambre des conseillers suite à la saisine numéro 30/2021. Et ce travail-là du Conseil économique, social et environnemental va compléter le travail, la note qui a été réalisée à caractère quantitatif par le HCP sur les inégalités et sur l'estimation des indicateurs socio-économiques, que ce soit de pauvreté ou d'inégalité. Alors, pour la classe moyenne, effectivement, il y a une controverse très importante et vraiment, vous avez bien fait de poser la question parce que nous avons au moins 3 façons pour calculer la classe moyenne. La méthode du HCP, elle est à caractère purement statistique et à mon avis, elle n'est pas adaptée. Elle est statistique et elle n'est pas économique. Alors, je vous explique comment on fait le HCP. Le HCP, il va considérer, par exemple, pour l'enquête des ménages, du revenu de ménage, et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on travaille sur le revenu de ménage, alors que le HCP, en 2014 et en 2019, il a travaillé sur la consommation. Donc ça, c'est un effort louable de la part du HCP. Alors, comment il fait pour calculer le seuil de la classe moyenne ? Statistiquement, il prend le revenu médian, c'est-à-dire 5133. Ça veut dire que la moitié de la population marocaine va toucher plus que ce revenu et l'autre moitié va toucher moins que ce revenu, moins que 5133.
Alors le HCP, il fait une méthode qui est statistique, c'est-à-dire de considérer que la classe moyenne, il va être entre 0,75 points par rapport aux 5133 et 2,5 fois le revenu médian de 5133. Ce qui va lui donner, par exemple, en 2009, ce qui va lui donner une classe moyenne comprise entre 2800 et 6700. L'estimation du HCP à l'époque était de considérer la classe moyenne au Maroc équivalente à un pourcentage de 53%. C'est-à-dire qu'on a plus que la moitié de la population marocaine, elle est dans la classe moyenne. Et à travers cette méthode qui est purement statistique, elle considère que toute personne qui a plus de 2800 le mois, elle est dans la classe moyenne. Le Pew Center Research en 2015, lui, il a présenté une autre façon qui est pas tellement statistique, mais aussi il n'est pas très correcte. C'est toujours statistique. Alors, le Pew Center Research en 2015, il a considéré qu'un ménage qui touche, une personne qui touche $10 le jour, avec une famille composée de 4 personnes pendant 30 jours, et il va prendre les $10 le jour, fois 4 personnes, c'est-à-dire pour une famille, fois 30 jours, ça va lui donner l'équivalent de $1 200 le mois pour considérer comme un seuil de classe moyenne. Alors, c'est pas fini. Le centre, le Pew Center Research, il considère un taux de conversion base du prix de 2011 de 0,45 multiplié par 1200, ça va lui donner un seuil de classe moyenne de 5500. C'est-à-dire que toute personne au Maroc qui a, d'après le Pew Center Research, qui a plus de 5500 dirhams le mois, elle est dans la classe moyenne. Et d'après cette estimation, le Pew, il a donné 25%. Alors maintenant, j'arrive à une troisième approche qui est purement économique, celle de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, elle a changé de méthode entre 2014 et 2019. En 2014, la Banque mondiale, avec le HCP, ils ont établi un rapport qui est purement statistique. Mais la Banque mondiale, aujourd'hui, elle a changé de méthode et elle a estimé un seuil de 10 000 dirhams. C'est-à-dire, pour la Banque mondiale, elle a considéré que la classe moyenne doit satisfaire 3 marqueurs. La capacité d'acquérir un logement qui ne soit pas social. 2, la capacité d'acheter une voiture d'entrée de gamme. Et puis la capacité de scolariser les enfants dans une école privée. Donc la Banque mondiale, elle a donné 10 000 dirhams. Toute personne qui a plus de 10 000 dirhams, elle appartient à la classe moyenne. À travers cette méthode, la Banque mondiale, elle a estimé la classe moyenne au Maroc à 15%. Maintenant, la Banque mondiale, lorsqu'il fait la même méthode avec d'autres pays comme la Turquie et comme le Brésil, il trouve que la classe moyenne au Maroc, elle est faible par rapport à la Turquie qui a 40%, le Brésil à 50%. Donc, globalement, on retient que la classe moyenne au Maroc s'est rétrécie. Et ça, pour moi, constitue un danger. Et lorsque la classe moyenne se réduit, il y a des inégalités qui augmentent. Et puis, vous savez très bien que la classe moyenne est une bonne chose pour l'économie. C'est elle qui consomme, c'est elle qui consomme, c'est elle qui investit peut-être. Mohamed Karim, professeur Karim, oui. Donc, en parlant de cette évolution de la classe moyenne, pourquoi selon vous se rétrécit-elle? Alors, elle se rétrécit à mon avis parce que, voilà, là je vais rappeler l'idée qui a animé la décision du gouvernement pendant des années. Je ne vais pas dire le gouvernement des 2 mandats, mais je vais dire tous les gouvernements au Maroc. Ils étaient convaincus par une idée qui s'appelle l'effet du ruissellement. Ça veut dire quoi l'effet du ruissellement? Ça, c'est le trickle down. En littérature économique, ça veut dire que les riches, lorsqu'ils s'enrichissent, ils vont aider l'économie, ils vont injecter l'argent en termes de consommation et d'investissement dans l'économie, ce qui va aider les pauvres. Alors, les classes moyennes aussi, absolument. Oui. Et la classe moyenne aussi, mais ceci n'a pas été démontré dans toutes les économies, théoriquement et pratiquement, et ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps, et on a perdu et les politiques. Alors, c'est vrai que la croissance économique ces dernières années a été pro-pauvre, c'est-à-dire qu'il a contribué à la baisse de la pauvreté. On est passé d'un taux de pauvreté absolue de 4,8 en 2014 à quelque chose comme 1,7 en 2019. Mais je crois, mon avis, c'est la classe moyenne pendant les dernières années
qui a aidé les pauvres et non pas les riches qui ont aidé les pauvres. Alors les riches, ils se sont enrichis. Maintenant, c'est bien dommage que l'enquête de HCP sur le revenu du marché, c'est-à-dire toutes les composantes de revenus, c'est la première fois qui a été faite. Malheureusement, ça a été pas très bien exploité. Et la preuve, c'est qu'on ne nous a pas donné le revenu détenu par le 1% des plus riches. Et ils ont donné juste le revenu détenu par les 20% des riches dont la richesse a augmenté entre 2014 et 2019. Les 20%, les 1/5 des riches au Maroc, ils détenaient 47% de la richesse nationale aujourd'hui, de revenu national aujourd'hui, ils détiennent 53,3% du revenu national. Donc les riches, ils se sont enrichis, les pauvres, ils se sont améliorés, je parle de la pauvreté absolue, mais la classe moyenne, s'est réduite. Ça veut dire que la classe moyenne, c'est elle qui a aidé les pauvres à ressortir de la misère ou de la pauvreté, à rester survivants. Donc je reviens à l'idée de ruissellement, qui n'est pas très correcte, et ça n'a jamais été démontré. Les riches consomment moins, ils ont une propension marginale à consommer qui est très faible, et même lorsqu'ils investissent, ils n'investissent pas dans un investissement physique bon pour l'économie, mais ils investissent surtout dans la spéculation, dans les plus-values, dans les monopoles, pour qu'ils s'enrichissent rapidement. Pourquoi vous dites que justement les riches au Maroc ne sont pas très patriotes ou n'investissent pas autant au Maroc et ne font pas finalement marcher cette machine économique? Alors, lorsque les riches s'enrichissent, ils s'enrichissent parce qu'ils placent leur argent dans des rentes. Alors, on est une économie de rente, on est une économie de spéculation, on est une économie non concurrentielle, on est une économie du secteur informel. Les riches, parce qu'ils profitent des transferts publics, là je n'ai pas vraiment à vous rappeler que la décompensation du sucre et de la farine et du carburant qui a été décidée par le gouvernement les 2 mandats, et il profitait aux riches. L'étude de la Banque mondiale, elle a considéré que normalement la compensation du produit carburant et des produits alimentaires, normalement, il cible les pauvres. Mais la Banque mondiale, dans une étude ancienne, elle a constaté que 80% de cette compensation payée par l'État, il profite aux riches. Deuxième chose, c'est qu'on a un système fiscal qui est régressif. Normalement, on doit avoir un système fiscal comme tous les pays qui sont plus ou moins égalitaires, comme le Brésil, comme les pays scandinaves, et un système fiscal régressif. Ça veut dire que normalement, plus le revenu augmente, plus on doit payer plus d'impôts. Et vous le savez très bien que parfois on a des riches dont leurs secrétaires, ils paient plus d'impôts et ils sont de mauvais payeurs d'impôts. Alors, normalement, le système fiscal doit être régressif, doit être progressif et non pas régressif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas donner de privilèges, et un système fiscal ne doit pas truquer les 90% qui payent leur impôt. On peut concilier entre avoir de l'argent pour l'État et concilier entre l'efficacité économique, c'est-à-dire un système fiscal qui va taxer ce qui est mauvais, ce qui est bon. Il va taxer par exemple la pollution, il va taxer par exemple la spéculation et non pas l'épargne d'investissement. Un système fiscal qui va taxer ce qui ne disparaît pas, lorsqu'on le taxe. Par exemple, on va taxer les facteurs travail et capital inélastiques et les biens inélastiques, et un système fiscal qui va taxer les activités qui sont coûteuses et encourager les activités qui sont bénéfiques. Donc là, lorsque je vois les décisions en matière fiscale qui ont été décidées dans les lois de finances dernières, par exemple les avantages fiscaux accordés à l'immobilier durant les dernières années, et ils ont profité beaucoup plus aux riches qu'aux pauvres. Et puis l'exonération aussi accordée sur la cession des actions des sociétés d'assurance, ils ont aussi bénéficié aux riches plus qu'aux pauvres. Je n'oublie pas aussi une autre chose. Là, ça rentre dans des forces et des facteurs qu'on appelle centrifuges qui augmentent les inégalités. C'est le facteur éducation, et les riches, ils disposent ils dépensent plus pour leur éducation de leurs enfants que le fait les pauvres, et l'éducation est un facteur important d'ascension sociale. Je vais citer un 4e facteur qui va permettre aux riches de s'enrichir et qui augmente les inégalités, celui de la politique monétaire elle-même. Le marché financier, il est conçu pour les riches. De même aussi, les représentants au Parlement et au gouvernement, ils sont là pour les riches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà des gens riches, et ils vont concevoir des lois
en faveur aussi des riches. La politique monétaire s'est traduite par une augmentation du crédit, ce qui a fait qu'il y a des bulles immobilières qui ont profité. Riches, ce sont les riches qui détiennent les moyens et la fortune dans l'économie. Très bien. Quels sont les pays comparables au Maroc en termes d'inégalité sociale? Oui, très bonne question. Donc, l'inégalité, comme vous avez dit, elle a toujours existé, elle existera toujours. La question pour le Maroc que je pose aujourd'hui, de l'effort d'analyse que je suis en train de faire, et auquel même le HCP et le CSE n'ont pas répondu, est-ce que les inégalités au Maroc vont continuer à augmenter? Et s'ils augmentent, est-ce qu'on va arriver un jour à une crise d'inégalité? C'est là ce qui est frappant. L'inégalité existe, elle n'est pas bonne, de toutes les façons. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a une inégalité qui est bonne. Toutes les inégalités sont mauvaises, néfastes à l'économie, néfastes pour la politique, déstabilisent le social et aussi elles érodent la confiance. L'inégalité a toujours érodé la confiance. Lorsque personne ne fait confiance en personne et que à la fin on se retrouve avec un manque de confiance, lorsque, comme le dit Joseph Stiglitz, lorsqu'on fait confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas, on devient des imbéciles, comme le dit Joseph Stiglitz, je répète ses propos. Alors, maintenant, la question, est-ce que les inégalités vont augmenter au Maroc? Oui, ils vont augmenter si on n'a pas décidé aujourd'hui, dans le cadre du modèle de développement qui va être déposé dans les jours à venir devant Sa Majesté le Roi, si on n'a pas décidé des politiques économiques de réduction des inégalités et d'élargissement de la classe moyenne, les inégalités vont se augmenter. Alors, est-ce qu'on est en crise d'inégalité aujourd'hui au Maroc? La réponse est non. Est-ce qu'on dépasse beaucoup de pays en matière d'inégalité? Oui. Par rapport à l'Afrique du Nord, on dépasse la Tunisie et on dépasse l'Égypte. Si on regarde la droite d'inégalité au Maroc, en Afrique du Nord, on est champion. Mais si je me compare avec les pays développés comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Allemagne, comme la France, on est moins inégalitaire, c'est-à-dire on a plus d'égalité par rapport à ces pays-là. Alors l'Espagne allait être plus égalitaire, mais la crise de 2007-2008 a fait descendre l'économie d'Espagne et aujourd'hui l'Espagne, elle rejoint le club des champions en matière d'inégalité. Alors si je regarde le Maroc par rapport par exemple au Honduras, le Honduras, il a plus d'inégalité par rapport au Maroc. L'indice le ratio de Palma au Honduras, c'est 5 fois, c'est-à-dire les 10% des riches par rapport aux 40% des pauvres. Le taux au Honduras, c'est 5, au Maroc, c'est 1,92. Alors, les pays qui sont plus égalitaires, je citerai les pays Singapour, les pays de Botswana, le Botswana, les îles de Maurice, le Rwanda et aussi les pays scandinaves. Et je pourrais citer quelques pays du sud-est asiatique qui sont des pays qui ont ils ont une bonne classe moyenne et ils ont de l'autre côté des inégalités extrêmes entre les 10% des riches par rapport aux 40% des pauvres et un ratio qui est inférieur à 1 ou égal à 1, c'est ce qui est l'idéal. Donc, si je me compare à ces pays-là, je dirais qu'au Maroc, on est en phase d'ascension d'inégalité. On n'est pas encore en crise d'inégalité, mais si rien n'est fait aujourd'hui dans le cadre à travers une redistribution des revenus pour la classe moyenne et à travers un bon système éducatif pour les pauvres et pour la classe moyenne, on va tomber un jour dans une crise d'inégalité. C'est ce qui n'est pas bon pour la stabilité politique et la stabilité sociale. Alors, la question, pardon madame, juste une petite question, la question à laquelle les deux rapports, celui de CSE et celui de HCP, malheureusement, n'ont pas répondu, est-ce qu'on va arriver un jour, à long terme, au Maroc, à une stabilisation des inégalités? Là, si je fais appel à Thomas Piketty, il dit théoriquement, en littérature, le pseudo-système capitaliste dans tous les pays va nous permettre un jour d'arriver à une stabilisation des inégalités. Or, Piketty, il parle d'une économie concurrentielle, pseudo-capitaliste, pas tout à fait capitaliste, mais par rapport au Maroc, je ne crois pas parce qu'on a, comme j'ai dit, les riches qui profitent des rentes, qui profitent des pouvoirs de monopole et qui profitent de l'économie informelle.
et donc ils vont continuer à s'enrichir. Voilà, vous parlez de l'économie informelle. D'ailleurs, cette théorie du ruissellement fait débat aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Le président américain lui-même, Joe Biden, avait critiqué cette politique du ruissellement par rapport au manque d'impact direct sur l'économie et sur ces classes moyennes, même aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, la Mecque, j'ai envie de dire, du capitalisme. Mais cela dit, vous avez parlé d'informel. Comment on peut parler déjà de politique de ruissellement alors que plus de la moitié de l'économie ou des acteurs économiques sont dans l'informel. Donc déjà, comment on peut détenir de la donnée, des statistiques, en sachant, sur la répartition des richesses en l'occurrence, en sachant qu'il y a autant d'informels? Effectivement, l'informel il pèse lourd. Une estimation, il y a un moment du HCP, elle a donné 40%, mais la crise du Covid et la période du confinement au Maroc, elle a montré que l'informel, elle est beaucoup plus que cela. Et d'ailleurs, la crise nous a aidé en fait à comprendre, à bien comprendre notre économie. Alors maintenant, si on a de l'exclusion sociale et on a une classe moyenne qui est faible et on a de la majorité qui sont pauvres, l'économie ne va pas profiter du potentiel qu'elle a, surtout qu'on est dans une phase d'un dividende démographique. Alors, le Maroc est là, la caractéristique aujourd'hui d'avoir un dividende démographique important, mais si on a beaucoup d'inégalités et plus de pauvres, l'économie ne va pas profiter du potentiel de cette richesse qui est la population. Alors, toujours est-il que si on a un secteur informel aussi développé, l'État va perdre en termes de fiscalité. Donc, c'est ce qui fait que l'État ne pourra pas jouer son rôle de redistribution. Par exemple, aujourd'hui, l'État il a décidé en 2021, dans le cadre d'une contribution de solidarité, de corriger un petit peu ces inégalités, de décider de taxer à 1,5% ceux qui détiennent un revenu, par exemple salarial qui dépasse 20 000 dirhams le mois, de 1,5, et de taxer aussi les bénéfices de société de 1,5, 2,5 à 3,5 en fonction des bénéfices. Là, c'est une façon pour effectivement faire associer les riches et un peu la classe moyenne dans le financement. Si l'État a plus de secteur informel, la fonction redistributive qu'il est appelé à mener et il sera remise en cause. Je n'oublie pas le cas de la Singapour, qui est vraiment un modèle et dans lequel on a 4 éléments qui font de la Singapour un pays qui est plus égalitaire. Je dirais pas, il n'y a pas de parfait, mais plus ou moins égalitaire. Un, c'est que l'État, il a joué son rôle de redistribution à l'égard donc de prendre des riches vers la classe moyenne et surtout vers la classe pauvre. Et deux, l'atout qu'il a le Singapour, c'est que les citoyens singapouriens ont une épargne, donc ce qui fait qu'à la fin, ils deviennent des propriétaires. Et puis l'éducation. Là, l'éducation, il joue un rôle très important. Si l'éducation ne marche pas, un maillon de l'ascenseur social ne fonctionne pas, donc il y a un grand problème. Donc je reviens à l'État. Aujourd'hui, si tout le travail, tout l'effort, c'est du côté de l'État. Alors, je me demande aujourd'hui comment on ne pourra pas faire voter au Parlement un impôt sur la fortune. Parce qu'un impôt, une contribution qui est de solidarité ne serait pas suffisante parce qu'il y a effectivement ce secteur informel qui est développé. Et il y a pas mal de riches qui ont des entreprises qui opèrent dans le secteur informel et ne paient pas des impôts. Là, je fais allusion à une problématique précise dans ma tête où il y a des riches qui ne paient pas 1 milliard, 2 milliards de centimes en termes d'impôts. Donc, l'État, lorsqu'il ne joue pas sa fonction de redistribution, il y a un grand problème. Donc, rapidement, Mohamed Karim, pour terminer, en quelques mots, vraiment, il nous reste moins d'1 minute. Quel levier a enclenché, parce que vous avez parlé de taxes, il y a aussi la consommation. Quel levier a enclenché pour augmenter déjà le pouvoir d'achat et donc, in fine, redémarrer et booster cette consommation par la classe moyenne? Alors, merci, madame. Alors, tout d'abord, j'aimerais vraiment demander à ce que ce chantier-là de protection sociale généralisée soit mené efficacement et sans faute. Alors, vraiment, c'est un projet de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. C'est un projet d'avenir qui va permettre
aux pauvres et à la classe moyenne qui va devenir pauvre, certainement, si on continue comme ça, de rester en vie. Et puis, évidemment, il faudrait, comme l'a dit la Banque mondiale, permettre à la classe moyenne d'accéder à une maison non pas sociale satisfaisante, d'accéder à une voiture de première gamme, de donner des crédits à la classe moyenne, de le défiscaliser sur les écoles qu'ils payent parce qu'ils payent des écoles en privé, ils payent l'impôt et ils payent le privé et ils payent dans les cliniques, donc ils payent doublement, comme l'a dit le CSE, que la classe moyenne, il paye double. Donc si on continue comme ça et si on fait subir la classe moyenne toutes les réformes de l'État, un jour il va se réduire et il y aurait des problèmes à caractère économique, à caractère social, à caractère culturel et à caractère aussi politique et à caractère culturel. Merci beaucoup. Il nous faut plus que ces 26 minutes de l'émission pour cerner cette question de la classe moyenne. Mais en tout cas, je vous remercie pour tous ces éclairages et aussi pour cette intervention enrichissante, professeur Karim. Merci beaucoup. Avec plaisir, madame. Ravi de vous revoir. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.